Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube ou à soutenir sur Patreon et à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Steve Keen. Le professeur Keen est un économiste et auteur australien. Parmi ses ouvrages les plus connus figure Debunking Economics. Le professeur Keen est chercheur distingué à l'University College London et professeur invité à l'Université d'Amsterdam. Professeur Keen, bienvenue dans India and Global Left. Ravi d'être avec vous. Je souhaite bien sûr discuter d'économie avec vous. Et je pense que deux événements clés ont captivé notre imagination depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. Le premier, bien sûr, est la soi-disant guerre tarifaire ou politique commerciale, ce qui me semble un peu trompeur, car, vu son ampleur et sa nature, elle ne se limite pas au commerce. Elle a d'énormes répercussions sur la finance, la monnaie, la politique industrielle, la réallocation du capital, et ainsi de suite. Voilà donc un premier pilier. Le second pilier est la nouvelle loi de réconciliation budgétaire, qui constitue en fait la politique fiscale et de dépenses des États-Unis, récemment adoptée par les deux chambres. Avant d'entrer dans les détails de ces politiques, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur ce que font les États-Unis d'un point de vue économique et sur leurs relations avec le reste du monde à l'heure actuelle? Je pense qu'il essaye de se sortir d'une erreur qu'il a lui-même commise. Car si la délégation américaine à Bretton Woods n'avait pas rejeté les propositions avancées par Keynes, nous aurions un système financier où aucune monnaie nationale ne serait utilisée pour le commerce international. Il y aurait une unité de compte spécifique, appelée le Bancor. Cela ne donnerait à aucun pays le privilège du seigneuriage, dont les États-Unis bénéficient actuellement en théorie. Mais ce seigneuriage signifie que, puisque nous utilisons le dollar américain pour le commerce international, le dollar est surévalué, ce qui profite à leur secteur financier, mais nuit à leur secteur manufacturier. Et après 60 ou 70 ans de cela, nous sommes passés du statut de plus grande nation excédentaire commerciale du monde à celui de plus grande nation déficitaire en termes de dollars totaux. Et en pourcentage du PIB, le pays enregistre un déficit de l'ordre de 4% à 6% du PIB chaque année, ce qui sape la politique économique du pays. Cela a conduit à la croissance de la Rust Belt, car il y a eu tant de délocalisation de la production par des entreprises américaines profitant de salaires effectifs plus bas à l'étranger. Là encore, cela est en partie dû à la surévaluation du dollar américain. C'est ce qui a créé la Rust Belt. Et la Rust Belt explique pourquoi Trump a été élu, car tant d'anciens ouvriers, qui auraient dû voter démocrate, se sont retrouvés exclus des intérêts des démocrates, qui ont courtisé le secteur financier. Et Trump a essentiellement exploité leur frustration comme moyen d'accéder au pouvoir. Maintenant, il essaye de revenir sur certaines des conséquences de cette décision, mais de la manière la plus chaotique qui soit. J'ai pas vraiment besoin de le dire, mais c'est évidemment chaotique. Donc je pense que l'Amérique a commis une erreur en 1944. Nous avons payé pour cette erreur pendant les 80 dernières années, et maintenant elle se retourne contre nous sous la forme d'une Amérique qui n'est pas compétitive face à la Chine et qui connaît d'énormes bouleversements politiques internes. Trump essaie à la fois d'exploiter cela à son propre avantage, mais aussi, en gros, de bouleverser complètement l'ensemble des relations économiques. Il aborde la politique économique avec la mentalité d'un magnat de l'immobilier. Il y a beaucoup de choses à aborder et je reviendrai sur plusieurs de ces aspects. La monnaie, le dollar, la financiarisation.
Mais dans le contexte de ce qu'on appelle le grand et magnifique projet de loi, si nous pouvions commencer par là, et même avant d'entrer dans le détail des coupes budgétaires, des augmentations, etc., j'aimerais entendre votre avis sur cette question plus large de ce qu'est un déficit soutenable. Vous avez mentionné un déficit de 4 à 5% chaque année. Il existe des calculs du Bureau du budget du Congrès qui estiment qu'en 2000, cela conduirait à un ratio dette-PIB total de 118%. Et bien sûr, il existe une mythologie, toute la mythologie néolibérale et néoclassique, selon laquelle l'État ne peut pas soutenir un déficit. Parlez-en, mais abordez également les deux préoccupations qui sont généralement soulevées. La première concerne l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? Et de quelle manière l'inflation constitue-t-elle réellement une limite au financement illimité des déficits? La seconde concerne la relation avec le marché obligataire. Dans quelle mesure, dans un monde hyper financiarisé, les marchés obligataires permettraient-ils à l'État de creuser d'énormes déficits? Eh bien, nous confondons deux termes ici. Je parle du déficit commercial, vous parlez du déficit public. Ah, d'accord. D'accord, désolé. Commençons par le déficit public, car il s'agit d'une erreur de catégorie classique. Une réaction immédiate au mot dette, puis on se dit, eh bien, si je suis endetté, je dois gagner de l'argent pour rembourser la dette, et si je ne peux pas, je fais faillite. Et ensuite, on applique exactement ce même concept à l'État sans examiner la structure globale du système financier. C'est un domaine dans lequel je me suis spécialisé. Développer Ravel, un logiciel qui permet d'observer la structure réelle de n'importe quel système financier et de la voir sous tous les angles, voir qui doit de l'argent à qui, comment l'argent est créé, etc., etc. Et quand on regarde cela correctement, on constate que la monnaie fiduciaire est créée par l'État lorsqu'il fonctionne en déficit. En d'autres termes, si le gouvernement ne fonctionne pas, s'il ne dépense pas plus qu'il ne prélève en impôts, alors il ne crée aucune monnaie fiduciaire. Nous vivons dans une économie mixte où il existe à la fois de la monnaie fiduciaire créée par le gouvernement et de la monnaie de crédit créée par le système bancaire privé. L'obsession du déficit public, comme s'il s'agissait d'un ménage dépensant plus qu'il ne gagne, revient à dire « Oh, nous ne devrions pas créer de monnaie fiduciaire. » Donc nous ne devrions avoir aucune monnaie fiduciaire dans un système de monnaie fiduciaire. C'est ce que je trouve tellement frustrant, car lorsque l'on regarde la comptabilité, et encore une fois, Ravel est le seul programme qui permet de le faire facilement. Si le gouvernement ne fonctionnait pas avec un déficit, et que vous aviez uniquement une économie purement privée, donc seulement des banques privées et des acteurs privés non bancaires, alors les acteurs privés non bancaires devraient bien sûr emprunter de l'argent auprès des banques privées. Dans cette situation, le secteur privé non bancaire aurait une valeur nette négative, une équité financière négative, en raison de la façon dont les banques privées fonctionnent. Elles doivent avoir une équité positive. Une banque privée doit avoir plus d'actifs réalisables à court terme que de passifs réalisables à court terme. C'est simplement une règle bancaire. Elle est appliquée par l'État. Donc je laisse partiellement de côté ce petit détail selon lequel l'État doit approuver une banque avant qu'un groupe d'individus puisse en créer une. Mais même si nous avions un système de marché totalement privé où l'on s'introduit en bourse pour devenir une banque, il faudrait que vos actifs à court terme soient bien supérieurs à vos passifs à court terme pour que l'on vous prenne au sérieux. Et ensuite, si vous arrivez à un point où en tant que banque, vos passifs à court terme dépassent vos actifs à court terme, il suffit que quelqu'un dise « Oh, regardez, cette banque a plus de passifs que d'actifs » pour provoquer une ruée bancaire et l'effondrement du système. Nous l'avons vu récemment avec la Silicon Valley Bank. Donc dans ce cas,
pour revenir à la base de mon argument, si vous aviez un système bancaire purement privé, sans création de monnaie fiduciaire, les institutions financières non bancaires, le secteur non bancaire, devraient être en situation de fonds propres financiers négatifs, car l'actif financier de l'un est le passif financier de l'autre. Donc, si une personne fait ses calculs et constate que ses actifs sont supérieurs à ses passifs, qu'elle est donc en situation d'équité positive, alors le reste du monde se retrouve en équité négative exactement du même montant par rapport à cet individu. Ainsi, si les banques sont tenues d'être en équité positive, l'économie non bancaire, dans un système purement fondé sur le crédit, serait en équité financière négative. Et personne n'aime cela. C'est l'un des grands dilemmes, quelque chose que personne n'apprécie, mais quelqu'un doit endosser ce rôle d'être en équité financière négative. La réaction du secteur privé dans ce cas, et nous disposons de 200 ans de données à ce sujet, est presque toujours d'emprunter davantage auprès des banques privées, puis d'acheter ce qu'on peut qualifier d'actifs non financiers. Un actif non financier est quelque chose qui constitue un actif pour vous et une dette pour personne. Par conséquent, cela sera toujours une somme positive pour les actifs non financiers. Fondamentalement, les deux principales catégories sont les actions, au-delà de la responsabilité limitée de l'entreprise, et les maisons, propriétés, biens immobiliers. Même si vous avez un prêt hypothécaire sur la maison elle-même est l'actif de la personne qui la possède et la dette de personne. Ainsi, nous empruntons de l'argent aux banques pour parier sur le prix monétaire des actifs non financiers. Vous achetez une maison, et si l'on vous dit « Ne vous inquiétez pas, elle coûte plus cher que ce que vous pouvez vous permettre. Mais ne vous inquiétez pas, le prix va augmenter et vous pourrez la vendre avec un bénéfice. » Eh bien, il existe alors un effet de rétroaction positive entre le taux de croissance de la dette privée et le niveau des prix des actifs. Et cela est empiriquement accablant. Et cela signifie donc que ce qui détermine le prix des actifs non financiers, c'est l'augmentation du montant d'argent que les gens empruntent pour les créer. On obtient ainsi une boucle de rétroaction amplificatrice qui conduit à un crash, car cela ne peut pas être soutenu indéfiniment. À un moment donné, la façon la plus simple dont une bulle de ce type s'effondre est la suivante. Les gens empruntent de l'argent pour acheter des maisons, les prix des maisons augmentent, donc il faut contracter encore plus de dettes pour acheter la maison lors de la prochaine vente. Entre-temps, la personne qui rembourse cette dette n'arrive pas à payer la totalité du montant. Elle fait défaut et tout le système s'effondre. Nous avons vu cela en 1929 avec les actions et en 2007 avec les prix de l'immobilier. Donc, un système purement basé sur le crédit. C'est souvent interne, ce que vous dites. Ce n'est pas nécessairement externe, comme le diraient les économistes néoclassiques. Oui, c'est une dynamique interne. Et on peut le voir à nouveau dans les archives historiques. Lorsque le gouvernement essaie de réduire son niveau d'endettement, cela pousse le secteur financier non bancaire à un niveau négatif de fonds propres financiers. La réaction dans cette situation, c'est d'emprunter de l'argent et de parier sur les prix des actifs. Cela crée une bulle qui finit ensuite par éclater, et la plus grande bulle de toutes fut celle de 1929. Si l'on regarde les emprunts que les gens faisaient à l'époque pour acheter des actifs non financiers, les principaux étaient des actions. Ils achetaient des actions à crédit, et avec l'achat sur marge, vous déposiez 100 000 $ et achetiez pour $1 million d'actions grâce à un prêt de 900 000 $ de la part de votre courtier très accommodant. Eh bien, ce niveau d'endettement est passé de 1% du PIB au début des années 1920 à 9% du PIB au moment du crash. Et puis, lorsque le crash s'est produit, il a ruiné les gens en une seule journée.
Car si vous aviez une dette sur marge et que la valeur des actions chutait de 10%, votre capital était anéanti. Vous étiez alors obligé d'injecter plus d'argent, ce que, si vous ne pouviez pas faire, vous deviez liquider d'autres actifs. Cela s'est produit en une journée en 1929, et ensuite on a vu le marché boursier s'effondrer d'environ 88%. Je crois que c'est la chute totale du sommet au creux. Donc ces situations sont instables, elles sont de mauvais augure, et elles résultent du fait que le secteur privé non financier se retrouve en situation de fonds propres négatifs. Eh bien, si un gouvernement dépense plus qu'il ne perçoit en impôts, il entre dans une situation de fonds propres financiers négatifs. Mais il peut garantir cela grâce à tout le pouvoir de l'État. Les actifs non financiers de l'État sont l'armée, la marine, l'armée de l'air, la police, le système éducatif, etc. Ainsi, les actifs non financiers qui soutiennent les actions de l'État sont énormes, tout comme son autorité. Il peut donc supporter d'être en fonds propres financiers négatifs, ce qui signifie qu'il permet aux gens d'avoir plus de créances sur lui qu'il n'en a sur d'autres. Et ce déficit de fonds propres financiers pour le gouvernement crée des fonds propres financiers positifs, non seulement pour le secteur bancaire qui en a besoin, mais aussi pour le secteur privé non bancaire. Et cela signifie qu'il y a moins d'envie, moins de pression pour aller spéculer sur les prix des actifs, et on obtient une version plus saine du capitalisme. Il y a donc une très bonne raison pour qu'un gouvernement fonctionne avec un déficit, dépensant plus qu'il ne perçoit en impôts, car cela crée une forme de monnaie qui est sans dette pour le secteur privé. Et la soi-disant dette du gouvernement n'est, si l'on regarde la comptabilité, pas une dette au sens où vous et moi l'entendons, car si c'était une dette comme nous l'expérimentons, alors vous pourriez vendre vos dettes à votre épouse et ainsi éliminer votre dette. Maintenant, nous ne pouvons pas faire cela, mais le gouvernement peut effectivement vendre des obligations à la Banque centrale et, par conséquent, se retrouver sans coût de service de la dette sur sa dette. Tout cela signifie donc que, si l'on examine correctement la structure comptable du système financier, un déficit public n'est pas un problème. C'est une caractéristique d'une économie capitaliste qui fonctionne bien. Et cette obsession que partage Trump, enfin, Trump l'a eu temporairement, mais Musk l'a en permanence. Pour l'élimination du déficit est une erreur de catégorie totale et nous ramènerait en fait à l'instabilité et à la folie du 19e siècle s'il obtenait gain de cause. Je ne pense pas qu'il y parviendra, mais c'est le genre de folie qui règne actuellement en Amérique. S'il existe une corrélation positive entre le déficit public et le secteur non financier, ou disons le secteur financier non bancaire, et qu'il existe également, de toute évidence, une corrélation positive entre le déficit et la population en général, je veux dire l'effet multiplicateur, etc., et qu'il n'y a pas de corrélation négative entre le déficit et le secteur bancaire, alors qui alimente cette superstition selon laquelle le gouvernement doit dégager un budget excédentaire. S'agit-il de ces détenteurs d'obligations qui deviennent nerveux au-delà d'un certain seuil? Parce qu'au final, les détenteurs d'obligations apprécient aussi le déficit, puisqu'ils peuvent en tirer de l'argent facilement, sans aucun risque. Ils peuvent acheter des obligations, oui. Alors, qui est à l'origine de cela? Je pense que ce sont simplement les économistes néoclassiques. C'est l'école de pensée économique dominante qui ignore les fondements de la monnaie. Et on les prend au sérieux parce que les gens, en dehors du domaine de l'économie, se disent « Oh, les économistes, ils doivent être des experts en monnaie. » Et ensuite, on écoute leurs conseils. « Oh, ils nous disent de ne pas faire de déficit. Oh, ça doit être un bon conseil. Ils savent de quoi ils parlent. » Ils sont à peu près aussi compétents pour donner des conseils sur l'argent que les économistes le seraient pour conseiller Musk sur la façon d'aller sur Mars. C'est un modèle complètement inadapté
mais c'est devenu au fond une partie de leur religion. Et les gens n'abandonnent pas facilement leur religion. Donc ce que nous avons, c'est un clergé qui croit que l'argent n'a pas d'importance au départ, mais qui croit aussi que le gouvernement ne devrait pas faire de déficit parce qu'il finirait par faire faillite. Et si vous regardez la comptabilité, je peux intégrer leur modèle dans mon logiciel Ravel et j'obtiens le résultat « Oh oui, il va y avoir une catastrophe ». Il n'y a qu'un seul problème. Leur modèle est faux parce qu'il suppose que le gouvernement emprunte auprès des ménages, ce qu'ils appellent le modèle des fonds prêtables. Et si c'était vrai que le gouvernement empruntait auprès des ménages, alors oui, il y aurait une crise. Mais en réalité, les gouvernements, lorsqu'ils émettent des obligations, les vendent d'abord aux banques privées. Et les fonds que les banques utilisent pour acheter ces obligations sont en fait créés par le déficit lui-même. Car pour dépenser plus d'argent pour vous que ce que le gouvernement prélève en impôts, il doit créditer une somme nette positive sur votre compte de dépôt. Et l'élément d'équilibrage à l'actif du secteur bancaire est une augmentation des réserves. Ensuite, si l'on regarde la Banque centrale, cette augmentation des réserves provient d'une diminution du compte du Trésor à la Banque centrale. Et cela ramène la situation au Trésor. Cette chute a été provoquée par le fait que le gouvernement a effectivement décidé de créer une situation de valeur nette négative pour lui-même, de créer des créances sur lui-même. Et c'est cela que signifie fiat. Je décrète, le sens de fiat est effectivement je décrète que ce projet va avoir lieu, je décrète l'existence de l'argent qui va le financer. Et ensuite, cet argent devient des salaires et des profits pour les personnes du secteur privé. C'est donc une part majeure de la demande pour le secteur privé. Or, tout cela est complètement brouillé par une théorie économique qui banalise la monnaie, ce que fait l'approche dominante. Et cela signifie que les gens traversent tout cela, ils en apprennent juste assez pour le prendre au sérieux. Ce qu'ils finissent par être, cependant, c'est une bande d'amateurs non professionnels qui acceptent l'argument des astronomes amateurs professionnels, selon lequel la Terre est le centre de l'univers, et que la Lune, les étoiles et les planètes tournent autour de nous sur des sphères cristallines parfaites. Et nous les prenons alors au sérieux. Si nous avions continué à prendre ces gens au sérieux, nous ne serions jamais sortis de cette fichue planète. Donc en ce sens, je pense que mon analogie remonte vraiment à Copernic et Galilée, qui essayaient de convaincre les astronomes de l'époque que la Terre n'était pas en fait le centre de l'univers, mais qui étaient traités de fous et d'idiots, parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi, si l'on lance quelque chose en l'air, ça retombe, si la Terre n'est pas le centre de l'univers, etc., etc. Donc, le niveau du dialogue néoclassique à ce sujet est littéralement aussi stupide que les arguments des astronomes ptolémaïques contre Copernic à son époque. Il n'y a donc aucun avantage. Personne ne tire vraiment profit de ces absurdités. Et une façon dont j'aimerais l'illustrer, c'est que vous savez, on entend les détenteurs d'obligations dire « Oh, le gouvernement va faire faillite ». Eh bien, si j'étais gouverneur de la Banque centrale, demain je pourrais racheter toutes les obligations en circulation, jusqu'à la dernière. Tout ce que j'aurais à faire, c'est d'inscrire la transaction. Cela a été fait dans ce Fed lors de moments critiques comme en 2008 et pendant la crise du Covid en 2020. Et il y a constamment des opérations d'open market, ils en font tout le temps aussi. Parce que la Banque centrale est la banque auprès de laquelle toutes les autres banques ont un compte. Tout comme vous et moi avons un compte dans une banque privée. Par conséquent, le gouvernement peut facilement, car dans ce cas, il ne s'agit pas de contracter un prêt. Vous et moi, pour obtenir de l'argent d'une banque, devons demander un prêt
la banque doit accepter de créer ce prêt avant que nous recevions l'argent. Pour le gouvernement, il regroupe des obligations. Il crée de nouvelles obligations qui correspondent à l'excédent des dépenses sur la fiscalité pour la période en cours, plus les intérêts sur les obligations déjà existantes. Eh bien, cela signifie simplement que nous allons proposer ces obligations à la vente. Maintenant, parce que le déficit lui-même, c'est-à-dire l'excès des dépenses sur la fiscalité, a créé de la monnaie dans le secteur privé, sur les comptes bancaires du secteur privé, des gens comme vous et moi, des entreprises, etc. L'élément d'équilibrage de cela est une augmentation des réserves. Et si l'on remonte à avant la crise financière mondiale, que bien sûr, les économistes traditionnels n'avaient absolument pas anticipé. À cette époque, ils ne payaient aucun intérêt sur les réserves, mais les banques conservaient tout de même des réserves à des niveaux dérisoires parce qu'il s'agissait d'un actif qu'elles ne pouvaient pas échanger et qui ne leur rapportait aucun intérêt. Donc, dans cette situation, lorsque les réserves sont créées parce que les dépenses dépassent la fiscalité, cela engendre pour les banques un actif qui ne génère pas de revenus et qui n'est pas négociable. Ensuite, le gouvernement dit « Nous allons vous vendre des obligations équivalentes à l'augmentation des réserves et nous paierons des intérêts sur ces obligations. Voulez-vous en acheter ?» Eh bien, la réponse sensée est « Oui, volontiers ». Maintenant, la meilleure façon d'illustrer à quel point ça serait absurde, comme je l'ai dit, serait que la Banque centrale dise « D'accord, vous vous plaignez qu'il y a trop d'obligations, nous allons toutes les racheter. Nous allons déposer 50 000 milliards de dollars sur vos comptes bancaires, et ensuite vous nous donnerez pour 50 000 milliards de dollars d'obligations. Et vous le ferez parce que la valeur a été de 45 000 milliards de dollars. Nous sommes d'humeur généreuse. Nous vous offrons 50 000 milliards de dollars pour eux. Aucune banque sur la planète ne refuserait une telle offre. Ainsi, soudainement, toute la dette publique serait détenue par le gouvernement. Elle disparaîtrait. Et les premiers à crier, après avoir fait la fête grâce aux 5 000 milliards de dollars de bénéfices qu'ils auraient réalisés en vendant les obligations à la Banque centrale, seraient « Où sont nos revenus d'intérêt? Eh bien, vous nous avez dit de ne pas en créer, mais nous en avons besoin. Eh bien, que voulez-vous que nous fassions? Eh bien, faites un déficit, s'il vous plaît. » C'est ce genre de choses qui devrait arriver. Et franchement, j'en ai assez. Je suis tellement fatigué de l'analyse amateur sur ce sujet, surtout venant de personnes qui ont un doctorat en économie. Donc, sans la situation de fonds propres négatifs du gouvernement, les banques auraient été contraintes de détenir d'énormes réserves de liquidité, car les réserves de liquidité obligatoires sont constituées des obligations qu'elles détiennent, lesquelles leur procurent un revenu plus élevé. Sans ces obligations, elles devraient soit conserver d'importantes sommes en espèces sans aucun rendement, soit ne pas les détenir du tout, ce qui augmenterait le risque et l'instabilité, menant inévitablement à l'effondrement des banques. Eh bien, ils devraient accorder plus de prêts. Ils veulent gagner de l'argent. Il faut une augmentation du niveau des prêts. Et les banques sont tout à fait disposées à le faire lors de situations comme par exemple la hausse du prix du pétrole à la fin des années 70 et au début des années 80, lorsque le prix du pétrole est passé de 10 à 40 dollars le baril. Et tous les producteurs de pétrole texans se sont dit « Youpi, on va faire fortune avec ça ». Alors ils se sont tous adressés aux banques pour obtenir des prêts afin d'installer de nouveaux forages et plateformes de forage, et il y a eu une énorme augmentation de la valeur financière du Texas. Puis le prix s'est effondré de 40 à 10 dollars à nouveau, et tous ces prêts sont devenus irrécouvrables.
Or, ce cycle continu de boom et de récession a toujours été une caractéristique du capitalisme tout au long de son histoire. Et il découle du fait que les banques prêtent pour des projets spéculatifs de ce type. Certains réussissent et d'autres sont une partie nécessaire de l'amélioration des capacités technologiques et du capitalisme au fil du temps. Mais c'est un cycle de boom et de récession, et les dépenses publiques éliminent le négatif, la récession. Pas complètement, mais cela réduit la probabilité d'un effondrement total. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais bientôt faire une autre vidéo à ce sujet. Mais si vous n'avez pas de création monétaire par l'État, vous êtes alors plus susceptible de connaître des bulles et des cracks extrêmes. Et la meilleure façon d'en sortir est que l'État crée pour lui-même une équité financière négative. Financière positive Et cela signifie que nous pouvons nous comporter de manière détendue, comme c'était le cas dans l'Amérique des années 1950 et 1960, que l'on évoque encore comme l'âge d'or du capitalisme. L'une des raisons pour lesquelles c'était l'âge d'or, c'est que la dette privée était bien plus faible et que les gens n'étaient pas contraints, en regardant leur situation financière et en constatant qu'ils étaient en situation de valeur nette négative, de parier en permanence sur les actions et les prix de l'immobilier. Il était donc possible d'acheter une maison avec un revenu ouvrier en Amérique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais tout cela revient à ne pas comprendre que le gouvernement doit fonctionner avec un déficit. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est une partie nécessaire de la création d'un système monétaire à crédit équilibré. Et c'est ce que nous avions dans les années 1950 et 1960. Nous l'avons perdu. Et tout ce dont parlent Musk et Trump aujourd'hui ne ferait qu'aggraver la situation. Et je pense que c'est pas seulement une question de banque. Je veux dire, les banques sont très, très importantes. Mais il s'agit aussi du secteur privé, non bancaire. Je pense aux particuliers fortunés, qui placent une partie de leurs investissements dans des obligations tout en investissant de manière agressive dans des actions et même dans des produits dérivés. L'une des choses que nous avons récemment observées en Inde, c'est que les régulateurs ont sévi contre le marché des produits dérivés parce que trop d'investisseurs particuliers sans aucune expérience y participent, puisqu'il n'est pas nécessaire de disposer de beaucoup de capital pour acheter des produits dérivés. Et il y a aussi beaucoup d'effets de levier sur ce marché. Ce que je dis, c'est que sans l'argent public, les gens prendraient encore plus de risques dans leurs investissements. Des actions d'un côté, aux produits dérivés de l'autre. Et aujourd'hui, avec la technologie qui bouleverse beaucoup de choses, et selon moi, crée encore plus d'instabilité, l'une des observations du régulateur de la bourse en Inde est que l'une des raisons de l'augmentation de l'instabilité dans le secteur de la vente au détail est l'utilisation des applications mobiles. Les gens peuvent désormais, en un clic, acheter un instrument dérivé et des charlatans sur YouTube, ainsi que toutes sortes d'influenceurs sur les réseaux sociaux, les incitent à parier contre de grands acteurs institutionnels capables d'utiliser des algorithmes puissants pour acheter des actions en une fraction de seconde. Et ils perdent de l'argent. Le rapport indique que 87% des personnes ont perdu de l'argent sur le marché des produits dérivés. Donc, au moins, le marché obligataire offre beaucoup de stabilité, non seulement au secteur bancaire, mais aussi aux investisseurs particuliers, n'est-ce pas? Oui, oui, et c'est une partie essentielle du rôle du gouvernement. Fournir de l'argent sans dette pour la personne qui reçoit cet argent. Et cela vous donne une forme de sécurité financière. Donc dans les années 50 et 60, où les salaires étaient bien plus bas, bien sûr, mais aussi les prix des actifs beaucoup plus faibles, vous ne vous sentiez pas obligé d'emprunter de l'argent pour aller jouer afin de pouvoir payer votre maison. Vous payez votre maison avec votre salaire.
afford to pay a house, Right. you are paying a house out of your wage. So, when the government runs a sufficient... Donc lorsque le gouvernement enregistre un déficit suffisamment important, c'est-à-dire lorsqu'il dépense plus qu'il ne prélève en impôts, ma règle habituelle est que si l'on est effectivement au plein emploi, alors le déficit public devrait être égal au taux de croissance de l'économie, divisé par la vitesse de circulation de la monnaie. C'est la règle empirique qui permet de maintenir le ratio de la monnaie publique par rapport à l'ensemble du système monétaire et à l'économie. Plutôt que zéro, en d'autres termes, votre objectif devrait être positif si vous vivez dans une économie qui croît au fil du temps. Et ce à quoi je m'attends, c'est que nous finissions par subir un effondrement causé par le réchauffement climatique. Dans cette situation, le secteur privé va s'effondrer à coup sûr, le système bancaire privé. Donc dans ce contexte, la seule monnaie que vous pourriez utiliser serait celle créée par le gouvernement. Et le fait que les gouvernements agissent stupidement à ce sujet, ce que, encore une fois, les néoclassiques les encouragent à faire, nous prépare à une nouvelle chute gigantesque. Donc oui, il faut simplement normaliser. Plutôt que de prendre zéro comme point de référence pour l'écart entre les dépenses et la fiscalité du gouvernement, il faut dire qu'il doit être positif afin de créer suffisamment de monnaie de crédit pour maintenir l'équilibre entre la monnaie de crédit et la monnaie fiduciaire. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Cette volonté désespérée de prendre plus de risques, surtout chez les petits investisseurs particuliers. Je ne parle pas des grandes institutions financières, mais des gens comme les jeunes diplômés ou ceux qui viennent d'obtenir un emploi qui ne leur permet même pas de vivre décemment. La nécessité de prendre plus de risques augmente quand on n'a pas de salaire décent. Et cela a beaucoup à voir avec les dispositifs d'aide sociale mis en place par le gouvernement, ce qui est lié à la question de l'équité négative dont nous parlons. Donc, dans le contexte de ce qu'on appelle le grand et magnifique projet de loi, nous assistons à d'énormes coupes dans les programmes de santé, dans l'aide alimentaire, le programme SNAP, comme on l'appelle aux États-Unis, et dans les projets d'énergie propre. Ma question est donc la suivante. Mettre en faillite les dispositifs de protection sociale est-il aussi un moyen de forcer les gens, du moins la classe moyenne, à dépendre de plus en plus du secteur des actifs financiers de l'économie? Et est-ce que cela nous conduit de plus en plus vers la financiarisation de notre économie? Je pense que cela a clairement contribué à la financiarisation accrue de l'économie. C'est fou, car cela signifie que des retraités passent tout leur temps à se demander si leur portefeuille est suffisamment important pour leur permettre de continuer à vivre dans leur maison jusqu'à la fin de leur vie. Des parents qui devraient se concentrer sur l'éducation de leurs enfants calculent souvent qu'ils n'auront pas d'enfants parce qu'ils ne peuvent pas se permettre à la fois des enfants et une maison en même temps. Tout cela est donc devenu incroyablement destructeur pour le fonctionnement normal d'une économie capitaliste, car on veut que les gens puissent ne pas gagner un revenu, mais obtenir un flux de revenus lorsqu'ils ne peuvent plus travailler ou qu'ils sont trop jeunes pour travailler. Vous voulez une main-d'œuvre éduquée. Tout le monde bénéficie d'une main-d'œuvre éduquée. Nous souffrons tous d'une main-d'œuvre non éduquée, et nous le voyons actuellement avec la situation politique mondiale. Donc toutes ces choses sapent un système qui fonctionne bien. Et c'est douloureux de voir cela se produire, car ce que cela signifie, c'est que les personnes qui pensent en tirer profit pourraient en bénéficier un temps. Mais elles finiront dans un système où les gens seront prêts à vous voler parce que c'est le seul moyen pour eux d'obtenir de la nourriture pour survivre. C'est donc destructeur pour la nature de la société.
Et je ne vois pas de fin à cela tant que nous ne commençons pas à constater cette destruction. Ensuite, face aux conséquences, on comprend pourquoi c'était une erreur. Mais arriver au point où il faut l'apprendre à ses dépens, c'est justement ce que la théorie est censée éviter. La théorie est censée offrir un moyen d'analyser ce qui va se passer avant d'agir. Lorsque la théorie néoclassique se trompe autant sur la nature du capitalisme, cela pousse les gens à faire quelque chose de totalement erroné en pensant bien faire, puis ils sont choqués par les résultats. Pour revenir à ma question sur les limites de l'impression monétaire par le gouvernement, vous avez répondu à la question concernant les vigilants obligataires et expliqué pourquoi ils importent moins, puisque la Banque centrale peut racheter les obligations. Mais qu'en est-il de l'inflation? Quelle est la limite que l'inflation impose en ce qui concerne l'expansion de la masse monétaire? Eh bien, c'est intéressant. Revenons encore un peu en arrière parce que, puisque le crédit est bien plus volatile que les dépenses publiques, c'est généralement le crédit qui provoque les expansions et les contractions de la masse monétaire, bien plus que les dépenses publiques. Ce que l'on constate, c'est que les périodes passées de fortes augmentations de la masse monétaire étaient en réalité davantage dues au crédit qu'à l'argent injecté par l'État. Il y a des exceptions comme le Covid qui a été énorme. Les dépenses publiques représentaient environ 20% du PIB au-delà de la fiscalité, c'est-à-dire. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les dépenses publiques représentaient 40% du PIB au plus fort de la guerre, tant pour l'Amérique que pour le Royaume-Uni. Cela signifiait que si vous ne retiriez pas cet argent de la circulation, ou ne le concentriez pas spécifiquement sur l'armement, l'armée, etc., vous auriez de l'inflation des prix à la consommation. Si l'on regarde ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu bien sûr un conflit mondial inattendu qui a conduit les gouvernements à créer d'énormes quantités de monnaie pour financer leurs armées. Et il y a donc eu une forte inflation pendant la Première Guerre mondiale également. Cette leçon a ensuite été retenue par les bureaucrates américains et dans une certaine mesure britanniques. Ainsi, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit « Nous ne pouvons pas permettre que cela entraîne une forte inflation comme pendant la Première Guerre mondiale. » Ils ont donc mis en place des systèmes de contrôle des prix. Ils ont instauré le rationnement afin que vous n'ayez pas besoin d'argent pour acheter de la nourriture. Vous pouviez utiliser votre carte de rationnement. Mais ils ont aussi vendu des obligations au secteur privé. Même Charlie Chaplin, qui était un homme extrêmement intelligent, bien qu'on n'imagine pas forcément qu'un artiste comprenne pourquoi il était sollicité, avait spécifiquement déclaré qu'il savait qu'on lui demandait de vendre des obligations au public américain afin qu'il y ait plus d'argent destiné à l'armée et moins à la consommation. Ainsi, l'impact de cela a été que la création monétaire par le gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale a été 2 fois plus importante que pendant la Première Guerre mondiale, et le taux d'inflation était 2 fois moins élevé que lors de la Première Guerre mondiale. Cela montre donc qu'il existe une certaine marge de manœuvre qui permet de contrôler l'inflation dans ce sens. Mais la limite ultime, et c'est pourquoi j'ai soulevé ce point, c'est que si un gouvernement crée continuellement plus d'argent que ce qui correspond au taux de croissance économique, divisé par la vitesse de circulation, alors il va créer plus d'espace monétaire pour que, par exemple, les entreprises augmentent leurs prix en accroissant leurs marges, ou pour que les travailleurs trouvent le plein emploi, ce qui leur permet de revendiquer des salaires nominaux plus élevés. Ce genre de choses engendre de l'inflation. Mais lorsque vous examinez la causalité, et j'ai un collègue qui fait actuellement un excellent travail sur ce sujet,
vous constatez que la séquence n'est pas que la croissance de la masse monétaire provoque l'inflation, mais que c'est l'inflation qui provoque la croissance de la masse monétaire. Et la logique ici est assez simple. La plupart des gens ont une carte de crédit. Avec une carte de crédit, si vous avez, disons, 10 000 $ comme plafond de crédit inutilisé, vous pouvez immédiatement acheter quelque chose d'une valeur de 10 000 $. La banque ne peut pas vous en empêcher. Elle a accepté que vous puissiez disposer de cette somme. Cela crée la monnaie. Donc, s'il y a une augmentation du prix de quelque chose, cela peut signifier que les entreprises accèdent à l'équivalent de leur carte de crédit. Et lorsqu'elles doivent payer plus cher pour quelque chose comme le pétrole ou la main-d'œuvre, elles utilisent simplement cette capacité supplémentaire de création monétaire qu'elles ont dans leurs accords de prêt avec les banques. Ainsi, l'inflation, c'est-à-dire la variation des prix, entraîne une augmentation de la masse monétaire. Ce qu'il faut comprendre, et c'est d'ailleurs une grande partie du travail d'Isabella Weber, qui est une économiste partageant une logique similaire à la mienne, c'est que pour maîtriser l'inflation, il faut, pardonnez-moi, des accords entre les travailleurs, les capitalistes et le gouvernement. En gros, accepter la répartition actuelle des revenus. Car c'est lorsque des conflits surgissent autour de la répartition des revenus que l'on observe des revendications pour des hausses de salaire et des augmentations de marge de la part des entreprises. C'est cela qui provoque l'inflation. Donc en partie, oui, un excès de création monétaire par le gouvernement peut permettre à ce phénomène de se produire. Mais ce n'est pas vraiment la cause principale. La cause, ce sont ces conflits sociaux non résolus qui se traduisent par des luttes autour des marges et des augmentations de salaire. Mais on considère souvent que l'outil gouvernemental est le plus flexible pour ajuster l'inflation. Car, avec la création de crédits privés, il est très difficile de faire marche arrière si, par exemple, il y a un épisode d'inflation. Je veux dire, ça provoquerait une récession supplémentaire. On dit donc qu'en cas d'inflation, c'est finalement l'outil gouvernemental, c'est-à-dire la banque centrale, qui relève le taux d'intérêt, qui peut réagir. Donc d'accord. Oui, et ce que l'on constate à partir de là quand on examine les données, et il y a d'excellentes données américaines, je peux d'ailleurs les montrer si ça peut être utile, c'est est-ce utile de partager un écran? Donc si vous m'autorisez à partager, envoyez simplement une demande et je chargerai le fichier pertinent. Je dois le retrouver rapidement sur mon système, mais je veux aussi montrer le taux d'inflation avant et après la Seconde Guerre mondiale, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le gouvernement qui provoque l'inflation. Ils pensent qu'avant l'existence du gouvernement, les prix étaient stables et que l'inflation a été causée par le gouvernement. Donc, si on se débarrasse du gouvernement, on se débarrassera de l'inflation. N'est-ce pas formidable? Il existe maintenant une base de données gérée par la Fed de Minneapolis. Je vais simplement y jeter un coup d'œil rapidement, je vais juste modifier un peu mon graphique ici. Donc je vais l'ajuster pour que nous voyions toute la période de 1800 à 2024. Voyons voir, d'accord. Maintenant, je vais partager mon écran. Donc si vous regardez cela, cela paraît évident. Depuis la Seconde Guerre mondiale, qui commence à peu près ici, les prix n'ont cessé d'augmenter. Ils ont augmenté très rapidement depuis 1970, à partir de 1973. Vraiment beaucoup, les prix montent. Évidemment, c'est le gouvernement qui provoque l'inflation. Et regardez ici en arrière à quel point les prix étaient stables à cette époque. D'accord, ce que vous pouvez faire avec mon logiciel Ravel, qui est vraiment pratique, c'est que je peux dire, eh bien, regardons simplement la période avant la Seconde Guerre mondiale. Et vous ne voyez plus de prix stables, n'est-ce pas? Vous voyez des prix qui deviennent massivement inflationnistes
puis massivement déflationniste. Une autre inflation, une autre déflation. Or, toutes ces déflations sont associées à des effondrements économiques. Si vous regardez à la fois l'IPC, et je vais d'ailleurs l'afficher sur ce graphique en particulier pour mieux le voir, donc si vous regardez maintenant l'ensemble de la période et que vous observez à la fois l'inflation et l'IPC, ce que vous constatez, c'est qu'en réalité, nous avons eu une inflation plus élevée au XIXe siècle qu'au XXe. Mais ce que nous n'avons pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la déflation. Donc ce que le gouvernement a éliminé, il n'a pas créé de l'inflation là où il n'y en avait pas auparavant. Il a éliminé la déflation alors qu'il y avait auparavant à la fois déflation et inflation. Et quand on regarde ces périodes de baisse massive des prix, elles vont de pair avec d'énormes crises financières. Il y avait une grande crise financière au XIXe siècle pratiquement tous les 10 ans. Donc, au lieu d'être stable, etc., et ne serait-ce pas agréable d'y revenir? L'une des raisons pour lesquelles nous avons créé un gouvernement plus important était d'éviter ce genre de chaos. Encore une fois, c'est le manque de contexte historique qui conduit à beaucoup de ces idées stupides chez les économistes. Donc, de toute évidence, l'activisme budgétaire accru du gouvernement a stabilisé la chute des niveaux de prix, évitant essentiellement les cycles déflationnistes, tout en permettant aux cycles inflationnistes de se produire. Ceci étant causé par le secteur privé du crédit. Mais malgré tout, l'un des aspects amusants de ce graphique, c'est que je vous ai montré que le point d'inflexion était en 1973. Eh bien, c'était une énorme période de boom fondée sur le crédit. Il y a eu un boom à l'échelle mondiale, mais je l'ai particulièrement constaté à Sydney. Il y a eu un immense boom de l'immobilier commercial et j'étais à l'université à cette époque. Je pouvais littéralement voir la ligne d'horizon commerciale de Sydney depuis le campus de mon université et il y avait des grues partout, construisant dans une énorme bulle. Les travailleurs bénéficiaient d'un niveau d'emploi incroyable. Le taux de chômage en Australie était littéralement inférieur à 1,5%. Et cela avant même qu'ils ne commencent à fausser les chiffres pour les rendre artificiels. Il y avait littéralement moins de 1,5% de la population qui voulait un emploi et qui n'en avait pas. Donc, toute personne qui n'était pas employée était en fait simplement entre deux emplois. Il ne s'agissait absolument pas d'un cas de chômage chronique. Et cela a conduit à d'énormes augmentations de salaire. On a donc eu une combinaison d'augmentation salariale massive et de la hausse des prix de l'OPEP, lorsque, après la guerre du Kippour, les États de l'OPEP ont imposé un embargo à tout pays ayant soutenu Israël pendant la guerre. Bien sûr, cela incluait l'Amérique. Le prix du pétrole a donc été multiplié par 4. Cela a alors déclenché la dynamique restante de l'inflation, la concurrence entre les travailleurs et les producteurs de pétrole pour le partage des profits et les entreprises qui ripostaient avec des marges plus élevées, etc. Mais tout cela a constitué la phase conflictuelle de l'après-guerre, que j'attribuerai encore une fois aux économistes néoclassiques pour avoir laissé faire. Parce que si nous avions compris qu'il est en fait possible d'obtenir la stabilité des prix, si les travailleurs et les capitalistes s'accordent sur la répartition des revenus, alors ce qui reste, c'est en réalité une probabilité de déflation. À mesure que nous avons amélioré notre capacité à exploiter l'énergie et que notre technologie a progressé au fil du temps, tant que nous ne rencontrons pas de goulet d'étranglement énergétique, la tendance générale est à la baisse des coûts de production, car nous utilisons la technologie pour exploiter l'énergie de manière plus efficace et nous augmentons globalement le niveau de vie en accroissant la quantité d'énergie que nous consommons tous. Il existe des rétroactions complexes dans le système énergétique à ce sujet, mais malgré tout, cela signifie que la plupart des gens dans les années 50 et 60 n'étaient pas mécontents de la répartition des revenus.
Aujourd'hui, en raison de l'énorme inflation des prix de l'immobilier et du fait que les salaires ont baissé, toutes ces tensions sont présentes. Et cette tension a été créée par ce modèle économique dysfonctionnel que les économistes néoclassiques considèrent comme la réalité. Et seriez-vous d'accord pour dire qu'à certains égards, la Chine d'aujourd'hui ressemble à ce que vous décrivez? Parce qu'il semble qu'il y ait un pacte faustien de modération salariale et, vous savez, de modération des profits, si l'on peut dire, même s'il y a eu une augmentation massive du nombre de milliardaires en raison de son expansion considérable. Mais nous n'avons pas du tout observé d'inflation. Au contraire, le problème en Chine est plutôt déflationniste. Oui. Et c'est encore une fois parce qu'il y a une histoire beaucoup plus marquée de pensée collective en Chine qu'en Occident, bien sûr. Et cela ne se limite pas au communisme. Cela remonte à l'époque du système féodal. L'un des bons points de Marx était qu'il parlait du mode de production asiatique. Et il mettait l'accent sur le fait que, en particulier en Chine, il fallait d'énormes travaux publics pour permettre l'irrigation. Il y avait donc une certaine mesure dans laquelle les individus savaient qu'ils devaient aussi accomplir un travail collectif. Et ce travail collectif profitait ensuite à leur exploitation agricole, parce qu'il contribuait à créer un système d'irrigation qui finissait par irriguer leur culture. Donc la mesure dans laquelle les gens ont une attitude collective, en plus d'une attitude compétitive, est à mon avis quelque chose que la politique et l'histoire de la Chine permettent de mieux comprendre que les Américains, qui franchement sont totalement ignorants sur ce sujet. Donc oui, la Chine peut dire que les travailleurs ne réclameront pas d'augmentation de salaire tant que les salaires augmentent chaque année. Et maintenant, si l'on regarde ce que la Chine a accompli au cours des 40 dernières années, c'est tout simplement stupéfiant. J'y étais en 81, 82, et j'ai vu à quel point la vie était primitive à l'époque. Mais depuis, en moyenne, l'augmentation du revenu par habitant a été de 9% par an. Cela signifie donc, en moins de 10 ans, les gens voient leur revenu doubler. Et on ne ressent pas le besoin de réclamer une augmentation de salaire quand on en reçoit déjà une, en fait, à ce niveau-là. Et ce que ça signifie, c'est que souvent on n'obtient pas la même augmentation nominale de salaire, mais les prix baissent, en réalité, grâce à cette augmentation de la production par travailleur. Absolument. Je pense que l'une des vérités trompeuses, si l'on peut dire, que la presse économique occidentale raconte à son public occidental, c'est cette catégorie non qualifiée de main-d'œuvre chinoise bon marché. Et bien sûr, il y a une part de vérité dans la mesure où, comparé à l'ensemble des investissements, le pourcentage consacré au salaire est relativement plus faible que dans une économie alimentée par le crédit comme les États-Unis. Mais si l'on regarde la trajectoire annuelle des salaires, elle a augmenté de façon massive. Elle a largement dépassé Taïwan, le Mexique et bien sûr l'Inde, pratiquement n'importe quel autre pays, si l'on observe la croissance des salaires chinois depuis les années 1990. Cela s'ajoute à de vastes segments de transferts professionnels, avec des personnes passant de l'agriculture à l'industrie, puis désormais au secteur des services. Ainsi, la plupart des gens en Chine ont connu une amélioration de leur niveau de vie depuis les années 1990. Il est donc absurde de réduire cela à cette catégorie non qualifiée de main-d'œuvre bon marché ou industrie à bas salaire. Je veux dire, ils ont commencé comme ça. L'une de mes expériences formatrices a été d'emmener un groupe de journalistes pour une visite de la Chine en 81, 82. Nous sommes allés à la zone franche de Shenzhen, qui était la première zone franche créée par la Chine. Ils nous ont dit qu'ils visaient les entreprises américaines qui voulaient utiliser une faille dans la législation américaine pour exporter des matériaux des États-Unis vers un pays du tiers-monde, les faire retravailler
et grâce à cette faille, ne payaient aucun droit de douane lors de la réimportation aux États-Unis. Mais l'accord qu'ils ont exigé, et cela me laisse encore perplexe de comprendre pourquoi les capitalistes américains ont accepté cela. Ils se sont en fait installés dans la zone de libre-échange. Ils devaient avoir un partenaire chinois, et dans les 5 ans, ce partenaire chinois devait posséder la moitié de l'entreprise. Pour que les capitalistes américains acceptent cela, l'avantage qu'ils devaient obtenir en réduisant leurs coûts salariaux devait être si énorme qu'ils étaient prêts à céder la moitié de leurs profits pour en bénéficier. Donc, cette première étape était clairement motivée par les bas salaires. Mais quand on connaît les membres du Parti communiste et leur profil, ce sont principalement des ingénieurs, il y avait là-bas une volonté majeure d'acquérir la technologie américaine le plus vite possible, ce qu'ils ont fait, puis de la démonter et de l'améliorer, ce qu'ils ont également réussi. Ainsi, le gain global a commencé avec de bas salaires, mais cela leur a désormais permis de passer à une main-d'œuvre hautement qualifiée avec des salaires élevés en conséquence. Et ils font maintenant des choses que l'Amérique n'aurait même pas pu imaginer faire. L'exemple classique, je pense que vous l'auriez vu lorsque Tim Cook a été interviewé à propos de la Chine, en Chine. Il a dit que s'il devait réunir tous les experts en machines-outils des États-Unis, il pourrait le faire dans l'auditorium où il parlait. Mais si vous vouliez faire la même chose pour tous les experts en machines-outils en Chine, il vous faudrait plusieurs stades de football. Et cet écart en termes de compétences est désormais ce qui alimente la différence de productivité entre l'Amérique et la Chine. Les gens sont naïfs s'ils pensent qu'il ne s'agit que de bas salaires. C'est tout sauf cela. Je suppose qu'une question connexe serait « Quel est le chemin vers l'industrialisation pour les économies capitalistes occidentales ?» En particulier, il faudrait réfléchir aux économies financiarisées, comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais on peut aussi penser aux régions plus industrialisées, comme l'Allemagne et d'autres, étant donné qu'il existe désormais de nombreuses contraintes. Je veux dire la Chine et d'autres émergents comme des rivaux, grignotant leurs secteurs traditionnels comme l'automobile et la chimie, et ainsi de suite. Mais le changement climatique impose également des limites à la production et à l'automatisation. Beaucoup des politiques populistes du président Trump et d'autres populistes de droite ou de gauche en Occident visent à rapatrier les emplois. Mais ils savent qu'il existe un énorme désavantage en termes de coûts auquel toutes les entreprises s'opposent massivement. Ainsi, même si les constructeurs automobiles revenaient aux États-Unis, il y aurait probablement plus de robots que de travailleurs. Quelle est votre vision du niveau d'industrialisation que devraient avoir ces économies capitalistes avancées et tardives, et quelle devrait être leur politique? Eh bien, je veux dire, ils doivent tout inverser. Ils doivent renverser le néolibéralisme qu'ils poursuivent depuis 40 ans. Et cela a été destructeur pour leur suprématie. Cela ne l'a pas renforcé, cela l'a sapé. Mais ma principale préoccupation revient maintenant au changement climatique. Parce que, encore une fois, les économistes, en particulier William Nordhaus, je peux nommer les coupables de ce côté-là, se sont trompés eux-mêmes, puis ont trompé les politiciens en faisant passer le changement climatique pour un problème mineur. En réalité, c'est bien plus dangereux et bien plus immédiat que ce que les économistes ont compris. Donc, à un moment donné, nous allons assister à un effondrement de la disponibilité alimentaire. Et les éligibles services qui estati bâtis expédition toward leur propre nourriture, et leur production n'est pas détruite lors de sécheresses, d'inondations, etc., etc. Donc, à mon avis, il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Nous avons largement dépassé ce que la biosphère peut réellement supporter
en utilisant des combustibles fossiles et à cause des dégâts que nous causons avec le dioxyde de carbone, mais aussi à cause de ce que nous faisons à la biodiversité et, vous savez, à la quantité de terres arables. On revient encore à l'agriculture. Tant de choses ont été fragilisées. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de croissance, il s'agit de survie. Et pour survivre, il faut être capable de produire suffisamment de nourriture pour sa population. Si vous ne faites pas cela, alors votre système finira par s'effondrer, quel qu'il soit. Donc, je me concentre vraiment sur le fait que la durabilité alimentaire doit passer avant tout. Cela devrait être l'objectif de chaque pays. Augmenter sa capacité à produire de la nourriture et disposer de stocks nourriture du smordri modridrisby. Lorsqu'il y aura une famine mondiale. Je pourrais répondre à la question sur ce qu'il faut faire, mais je ne pense pas que ce soit pertinent. Je crois que l'essentiel maintenant, encore une fois, grâce aux économistes qui ont poussé la croissance économique beaucoup trop loin, c'est que nous allons désormais faire face à un effondrement ou à un ralentissement économique. Et si l'on veut maintenir une société dans une telle situation, il faut être capable de nourrir sa population. Ce que je peux dire, c'est que la Chine travaille dans ce sens. Je n'ai pas fait de recherche approfondie, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube à propos de la Chine qui transporte de l'eau de mer et la dessale pour l'acheminer vers une zone désertique, relativement désertique, à l'ouest du pays, ce qui, s'ils parviennent à la revitaliser, doublera la superficie des terres arables de la Chine. Ainsi, en cas de crise, le pays pourra nourrir sa propre population. Le Royaume-Uni n'est pas en position de faire cela, par exemple. Donc, s'il y a une famine mondiale, l'un des premiers pays à en souffrir sera le Royaume-Uni, car les prix des denrées alimentaires vont s'envoler et il est possible que des pays cessent d'exporter de la nourriture. Vous savez peut-être que l'Inde, il y a 2 ans je crois, a interdit l'exportation de riz et n'exporte désormais que du basmati. Lorsqu'une famine alimentaire mondiale surviendra, lorsqu'il y aura un effondrement de la production alimentaire, en particulier des cultures céréalières, à ce moment-là, tout pays qui ne produit pas ses propres céréales sera en grande difficulté, et cela concerne le Royaume-Uni de façon particulièrement marquée. Donc, toute mon attention n'est plus portée sur le développement industriel. Elle est désormais centrée sur la sécurité alimentaire. Et je pense que les petits pays, en particulier ceux situés dans les régions tempérées, seraient encore plus vulnérables en raison de leur incapacité à produire une gamme variée d'aliments. Le mécanisme de réserve dont vous avez parlé a été étudié par de nombreux économistes, notamment Isabella Weber et Jayati Ghosh en Inde, qui ont soutenu que la constitution de stocks alimentaires ne permettrait pas seulement d'assurer une plus grande stabilité en période de crise et de récession, mais garantirait également un revenu plus stable pour les agriculteurs. L'un des problèmes que nous observons, en particulier dans le sud global, mais aussi dans les pays développés, est que les prix des denrées alimentaires de base sont extrêmement instables. Il y a des excédents et les prix s'effondrent, puis il y a des chutes de la demande et les prix augmentent. Il est important de stabiliser cela. Et ce qu'ils disent, c'est que les États qui mènent ce processus de création de stocks tampons peuvent aussi, en achetant et en redistribuant sur le marché, stabiliser les revenus des agriculteurs. Nous arrivons presque à la fin de notre temps. J'avais encore beaucoup de questions à poser, mais nous les garderons pour la prochaine fois. Mais si nous pouvions vous poser une dernière question avant votre départ. Vous avez commencé par dire que le fait d'avoir permis au dollar de devenir une monnaie internationale constituait un gros problème. Et il semble y avoir une confusion, ou disons un double objectif, au sein de l'administration Trump. D'un côté, préserver l'hégémonie du dollar. Donc il veut que le taux de change du dollar reste élevé, car cela reste lié à la fortune de Wall Street.
D'un autre côté, étant donné sa volonté de rapatrier les emplois, il souhaite également dévaluer la monnaie. Et je pense, d'après ma propre analyse, qu'une partie de tout ce phénomène autour des meme coins et des Trump coins pourrait aussi s'inscrire dans cette stratégie, qui consisterait à forcer les fonds souverains japonais et les banques centrales à se défaire d'une grande partie de leurs avoirs en bons du Trésor américain, en achetant ces coins, de façon à ce que le rendement n'augmente pas d'un côté, mais que le dollar se déprécie en même temps. Je ne dis pas que ce serait efficace, mais je pense que c'est une stratégie à un niveau très théorique. Donc, on fait grimper le prix de ces coins, on maintient les rendements bas, mais on dévalue aussi le dollar pour pouvoir réindustrialiser. Que pensez-vous de l'évolution du dollar? Eh bien, c'est tout à fait faisable, mais je pense que Trump le fait surtout parce qu'il en tire de l'argent, pas parce qu'il veut stabiliser l'économie. Je veux dire, on voit bien qu'il vend maintenant du parfum, 47 et 49, des parfums. Toute occasion de faire une vente, et en vendant sa marque, ici en gouffre. Mais oui, le grand dilemme, c'est que si vous réduisez la valeur du dollar, alors vous réduisez la richesse des gens qui la mesurent en dollars. Mais s'ils ont acheté des actifs qui augmentent plus vite que le dollar, alors ils peuvent donner l'impression d'en être sortis gagnants. Donc c'est probablement en partie ce à quoi ils pensent. Je n'irai pas jusqu'à appeler ça une stratégie, mais c'est sans doute une partie du raisonnement dans lequel ils sont pris. Mais c'est juste que Keynes a écrit un jour que lorsque le développement d'une économie devient un sous-produit des activités d'un casino, le travail est probablement terminé. On assiste à cela puissance 1000 aujourd'hui. Peux-tu rester une minute de plus? Oui, bien sûr. D'accord. Je veux te proposer un jeu qui, je pense, sera intéressant. Je vais nommer quelques économies et tu dois simplement me répondre par une phrase ou un mot, rien d'autre. Et nous verrons la réaction de notre public. On pourra en faire une émission entière. Minsky. Minsky. La seule personne qui ait jamais posé la bonne question en économie, à savoir, cela peut-il se reproduire, en parlant de la Grande Dépression. Et si nous avions fondé notre économie sur lui, nous n'aurions pas eu la bulle de 1987, ni le crash de 2007. Keynes, brillant. Malheureusement, trop influencé par Marshall, essayant donc de ramener beaucoup de choses dans la pensée de Marshall, mais comprenant la nature fondamentale de l'incertitude à laquelle les investisseurs doivent faire face et refusant de faire des hypothèses absurdes sur l'incertitude pour l'éliminer. Ainsi, la base philosophique d'une économie décente, malheureusement sapée par des partisans de l'ancien paradigme comme John Hicks. Adam Smith. Adam Smith, la personne qui a égaré l'économie. Si l'on regarde ce qu'il a fait, il a affirmé que le travail est la source de toute valeur, plutôt que la terre, ce qui était l'argument des physiocrates auparavant. Cela a fini par rendre l'économie non physique. Une grande partie de la croyance selon laquelle la richesse provient de l'économie et non de l'exploitation de la nature remonte à Smith. Il a également soutenu l'idée que la monnaie était du métal précieux, plutôt que la monnaie soit du crédit. Donc je pense que Smith j'attribue en fait l'origine de la plupart des problèmes de l'économie à Smith. Karl Marx. Karl Marx. Brillant, absolument brillant, mais incapable de s'affranchir de sa propre idéologie. Il a élaboré une explication de l'origine du profit que ni Smith ni Ricardo n'avaient proposée, en se concentrant sur les caractéristiques exclusives et uniques du travail. Puis, dans les années 1850, il a réalisé une avancée philosophique qui a en réalité sapé la théorie de la valeur travail. Mais, pour s'accrocher à la conclusion qu'il était le socialiste scientifique, il a déformé cette pensée, ce qui a conduit à ce que la théorie de la valeur travail soit encore crue par les marxistes, et les a rendus hors de propos dans le développement de l'économie au fil du temps.
to the development of economics over time. Les deux derniers, l'avant-dernier Milton Friedman. He got one thing right. It was Il a eu raison sur un point. Il était en faveur de l'abolition des banques privées et de la mise en œuvre du plan de Chicago. Mais à part cela, c'était un idéologue dont les idées étaient fantaisistes. Sa proposition de base était la suivante. Faire une hypothèse folle, amener les gens à y croire, puis en déduire des résultats qui découlent de cette hypothèse folle. Schumpeter appelait cela le vice ricardien. Et Milton Friedman en est probablement l'exposant le plus dangereux de l'histoire. Mon dernier, et il est plus contemporain, Thomas Piketty. Piketty est solide sur le plan empirique. J'apprécie ce qu'il a accompli en se concentrant sur la croissance de la richesse, etc. Il ne s'est pas suffisamment éloigné de la pensée néoclassique dans l'ensemble, mais il s'est intéressé à la richesse d'une manière que les néoclassiques ont négligée, a fait un travail très utile sur ce sujet, et j'espère le voir évoluer vers une approche plus hétérodoxe avec le temps. Professeur Keane, merci beaucoup pour votre temps. Et chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette dernière partie, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous proposerons une émission complète consacrée à la pensée économique. Merci beaucoup. Et je vais en profiter pour faire un peu de promotion pour ma propre chaîne YouTube. Donc, Professeur Steve Keane, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez vraiment me soutenir, abonnez-vous à ma page Substack ou à mon Patreon, qui sont assez faciles à trouver. Merci beaucoup, Professeur Keane. Passez une bonne fin de journée. Je vous en prie. Au revoir. D'accord, au revoir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.